Bonjour à tous. À l'occasion de la réédition dans la collection Les Contemporains classiques de demain aux éditions Larousse du roman Joyeux Noël de Christian Carion, adapté de son film, Christian Carion et moi-même nous allons lire certains extraits du livre Joyeux Noël. Été 1914, Français, Anglais, Allemands sont mobilisés. Nicolo Sprink, prodigieux ténor à l'Opéra de Berlin, fait ses adieux à la cantatrice Anna Sorensen, le grand amour de sa vie. Le prêtre anglican Palmer, lui, s'est porté volontaire comme Jonathan, le jeune sacristain, dont il a la charge depuis la mort de son père. Tous deux quittent leur belle Écosse, l'un comme soldat, l'autre comme brancardier. À contre-cœur, le jeune lieutenant français Audebert a laissé sa femme sur le point d'accoucher, il n'en a plus de nouvelles. Survient Noël. L'angoisse étreint tous les soldats. Les tranchées éclairées par les sapins disposés sur les parapets allemands accentuent la mélancolie des hommes, quand, soudain, un chant s'élève. C'est la voix de Sprink. D'un bord à l'autre, oubliant la guerre, les soldats fraternisent sur le no man's land entre les tranchées françaises, anglaises et allemandes. Une nuit s'ouvre qui promet d'être longue. Noël 1914. En Artois, après des semaines d'âpres combats, quelques soldats français, écossais et allemands décident d'une trêve de leur propre initiative. C'est le miracle de Noël. Les ennemis redeviennent des hommes qui rient, festoient, jouent, évoquent leurs amours, prient, s'émeuvent de la beauté d'un chant. La guerre en devient encore plus absurde. Un conte de Noël? Non. La stricte vérité historique que chaque camp s'efforcera de cacher. Car en temps de guerre, fraterniser, c'est trahir. Voici l'histoire de ceux qui n'oublièrent pas qu'avant d'être des soldats, ils étaient des hommes. Noël 1914, une histoire vraie que l'histoire a oubliée. Dans le contexte de la sortie de l'édition dans la collection Larousse, de la réédition du livre Joyeux Noël de Christian Carion, j'ai le grand plaisir de pouvoir faire cet enregistrement avec Monsieur Carion d'extraits du livre de son adaptation pour la jeunesse de Joyeux Noël. Adolescent, j'allais aider mon père dans les champs car il était paysan. J'avais le droit de l'aider seulement l'été et pendant les grandes vacances. Car le reste du temps, il disait que mon métier c'était écolier, puis étudiant. C'est sous le soleil de juillet que j'allais faire la moisson avec lui. On avait un champ au beau milieu duquel reposaient 60 tombes britanniques dans un cimetière aux haies et aux gazons irréprochable, car c'était anglais. Avec la moissonneuse-batteuse, il fallait tourner autour de cet îlot d'un autre temps. Ce n'est pas facile à manœuvrer, une moissonneuse-batteuse. J'ai souvent maudit ce petit territoire britannique. On dit que là où tombe un sujet du Royaume-Uni, la terre qui l'ensevelit appartient à son pays. Et puis je me suis promené dans ce cimetière. J'ai vu sur le registre imperméabilisé les mots laissés par les familles venues de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, d'Australie ou d'Écosse pour honorer la tombe d'un aïeul. Les couronnes de coquelicots rouges en plastique au pied des tombes blanches m'ont fait sourire au début. Je n'aime pas le plastique. Puis m'ont ému. Il y a une part d'éternité dans le plastique. Il y avait aussi cette tombe, placée à l'écart, toute seule. Il était inscrit le nom et le grade d'un soldat allemand, tout simplement. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce sont les âges gravés dans la pierre. 17, 18, 19, 21, 23 ans. J'avais le même âge que tous ces garçons morts au printemps 1917 pour reprendre mon village à l'ennemi. Je crois que c'est dans ce cimetière que j'ai eu envie d'en savoir plus sur cette guerre avec laquelle on m'avait cassé les pieds à l'école. Alors, j'ai lu des livres. Certains me sont tombés des mains, d'autres m'ont fait oublier qu'il est nécessaire de dormir. J'ai compris que la Première Guerre mondiale est la plus importante du XXe siècle, lequel a vraiment débuté le 3 août 1914 lorsque des gens de 20 ans sont montés dans des trains ou partis sur les routes. Et puis en 91, par hasard, j'ai lu un petit article faisant mention de fraternisation au cours de la Noël 1914. Un ténor allemand avait chanté Stille Nacht dans la nuit, et des Français l'avaient applaudi à tout rompre. Ailleurs, des Écossais et des Allemands
avaient enterré leurs morts ensemble, puis joué au football sur le No Man's Land. J'avais du mal à croire à une chose pareille. J'ai contacté l'auteur de cet article, un historien, et avec lui j'ai commencé ma longue enquête sur les fraternisations. Dès le début, j'ai eu envie de faire un film pour partager avec le public la profonde émotion que j'ai ressentie en découvrant tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Mon film, Joyeux Noël, est sorti en salle le 9 novembre 2005 et a rencontré aussitôt un vrai succès populaire. Il a fait le tour du monde, représentant la France aux Oscars à Hollywood. Je suis fier, pas tant de ce succès, mais du fait que, grâce à la sortie de ce film, on s'est mis à parler dans l'Hexagone des fraternisations. Car, en France, à l'époque, lorsque les chefs militaires ont su que les soldats avaient fraternisé avec les Allemands durant les fêtes de Noël, ce fut un terrible choc, une catastrophe. Et on a tout fait pour que jamais cela ne se sache. Les photos prises par les soldats ont été brûlées, les lettres censurées, le contrôle des journaux nationaux accru, et on a bombardé les secteurs où les hommes continuaient à se voir entre les tranchées. Ainsi, la guerre l'a emporté sur l'idée de paix, comme elle a emporté dans la mort plus de 10 millions d'hommes. Avec le temps, le souvenir des fraternisations s'en est allé au fur et à mesure que disparaissaient les hommes qui les avaient vécues. En novembre 2005, le dernier témoin de ces moments uniques est mort à l'âge de 109 ans, quelque part en Écosse. Après le film, j'ai eu envie de coucher sur le papier cette histoire. Le livre que vous allez lire raconte ce qu'on ne voulait pas que vous sachiez. Mais c'est un roman, car j'ai inventé les personnages qui l'habitent. Cependant, tous les faits, tous les actes qui sont décrits dans ce livre sont rigoureusement exacts. J'en ai trouvé le récit enfoui dans des cartons poussiéreux dans les archives militaires françaises, britanniques et allemandes. En lisant ce livre, vous ressusciterez, d'une certaine manière, la mémoire des hommes qui se sont tendu la main un soir de Noël. Ce qu'ils ont fait ne doit pas tomber à nouveau dans l'oubli. Plus que jamais, lire rime avec souvenir. Toutes les musiques que vous allez entendre au cours de cette émission sont extraites de la bande originale du film de Christian Carion Joyeux Noël, composé par Philippe Rombi, interprété par le London Symphony Orchestra dirigé par Philippe Rombi, avec Nathalie Dessay, Carmine Laurie et la chorale Scala.
Des faits d'histoire. Les fraternisations de la Grande Guerre. Le 24 décembre 1914, à peine 5 mois après le début de la guerre, des soldats britanniques et allemands ont d'un commun accord cessé de se battre et fêté ensemble Noël. En France, ces fraternisations qui se produisent sur toute la ligne du front seront tenues secrètes par les autorités militaires. Le 2 août 1914, la France décrète la mobilisation générale. Le 3, l'Allemagne déclare la guerre à la France et envahit la Belgique. Tous les citoyens français de 20 à 48 ans, ayant fait leur service militaire, sont rappelés dans les casernes. La plupart ignorent les causes de ce nouveau conflit mondial. Résignés, mais convaincus de revenir bientôt chez eux, ils laissent leurs femmes, leurs enfants, leurs parents âgés, quittent leur ville ou leur village, leur travail ou leur ferme. Les généraux français s'imaginent qu'ils vont mener une guerre rapide et écraser l'armée de l'empereur Guillaume II. Leurs soldats aussi. Les jeunes sont les plus enthousiastes. Sûrs d'eux-mêmes, remplis de courage, ils veulent se battre pour défendre leur pays et sont certains que la guerre ne durera pas. Les premières victoires françaises semblent leur donner raison. En septembre 1914, la bataille de la Marne, remportée par Joffre, stoppe l'avancée des troupes allemandes et sauve Paris. Les Allemands tentent alors de s'emparer des ports de la mer du Nord et de la Manche. Les Français, les Britanniques et les Belges s'efforcent de les en empêcher. C'est la course à la mer. Elle se termine par la bataille d'Ypres en novembre 1914 qui, à nouveau, bloque la progression allemande. Mais les Français et les Britanniques se trouvent à présent immobilisés face aux Allemands sur une ligne longue de 700 km, la zone des combats appelée le front, qui s'étire des Vosges à la mer du Nord. Au début, pour s'abriter des tirs, les soldats creusent des trous assez profonds pour y tenir debout, puis les relient par des couloirs de la hauteur d'un homme. Cette tranchée dans la terre, large de 2 mètres et protégée par des barbelés, leur sert à la fois d'abri et de point de départ lors des attaques contre l'ennemi. C'est une nouvelle stratégie militaire qui va être appliquée pendant 3 interminables années. Tenter de gagner quelques centaines de mètres sur l'adversaire, le contraindre à reculer. Tels sont les ordres donnés par les commandements français et allemands à leurs hommes. Voilà pour la théorie. En pratique, cela veut dire bombarder les tranchées ennemies pendant des jours et des nuits, puis s'élancer hors de son refuge et courir sous les balles, tomber dans les trous d'obus, se relever si l'on a de la chance, courir encore, le fusil à la main, couper les barbelés qui n'ont pas été détruits par les obus, et se battre, souvent au corps à corps, avec les survivants de cet enfer. À ces assauts sanglants et souvent inutiles car les soldats ne progressent guère, s'ajoutent les conditions de vie éprouvantes dans les tranchées. Il est impossible de se laver, de se raser, ce qui vaut aux hommes le surnom de poilus. Il faut dormir à même le sol, tenter de lutter contre le froid glacial de l'hiver, l'humidité permanente, les poux et les rats qui galopent dans les boyaux de terre et dévorent la nourriture. Résister à la faim, à la soif qui vous tenaille lorsque le ravitaillement se fait attendre, et surtout ne pas succomber au désespoir. C'est après 2 mois de cette existence inhumaine que se produit à la Noël 1914 un événement extraordinaire. Il a lieu sur la partie du front tenue par le corps expéditionnaire anglais dans la région de Lille. Le 24 décembre, le temps se met subitement au beau. Il gèle à pierre fondre, mais la glace qui recouvre toute étincelle le soleil et le ciel est d'un bleu limpide. Un changement climatique qui réchauffe le cœur des hommes, si tristes de ne pouvoir retourner dans leur foyer à cette époque de l'année. La nuit venue, des chants de Noël s'élèvent des tranchées allemandes. Quelques dizaines de mètres seulement les séparent de leurs voisins britanniques, qui se mettent à applaudir et chantent à leur tour. Des lanternes et des petits sapins illuminés sont posés sur le parapet des Allemands, ce talus protecteur édifié devant la tranchée. Les Britanniques veulent faire de même. Ils n'ont pas de sapins, mais toutes les bougies qui ont été trouvées sont plantées sur des baïonnettes. Bientôt, les poilus des 2 camps escaladent leurs tranchées et s'assoient sur leurs parapets respectifs.
Puis, certains s'enhardissent et s'avancent dans le no man's land, cette étendue vide qui sépare les combattants en temps normal. Des officiers discutent ensemble et, sans en informer leur hiérarchie, se mettent d'accord sur une trêve, un arrêt complet des coups de feu pendant 24 heures. Le lendemain, jour de Noël, des centaines de soldats britanniques et allemands, oubliant toute hostilité, se retrouvent en terrain découvert et discutent ensemble comme de vieux amis ou des membres d'une même famille. C'est ce que l'on appelle la fraternisation. Il n'y a pas de Noël sans échange de bons vœux et de cadeaux, et personne n'oublie cette tradition. Du tabac anglais est échangé contre des cigares allemands, du chocolat contre des tonneaux de bière que les hommes boivent ensemble, des écharpes contre des gants. À la joie collective succède le recueillement lorsque des offices religieux communs sont célébrés et que les morts britanniques et allemands sont enterrés. Enfin, un match de football est organisé sur le No Man's Land et des photos de groupe sont prises par les soldats en souvenir de cette journée exceptionnelle. Pourtant, sévèrement critiquée par les généraux, la trêve de Noël fait la une des journaux anglais et ne sera suivie d'aucun procès à cour martiale, le tribunal militaire d'exception. Toutefois, en France, pour faire disparaître les preuves de cet événement, le général Mangin fera confisquer les photographies et interdire les appareils photographiques dans les tranchées. D'autres trêves, plus ou moins chaleureuses, se produiront dans différents endroits du front, de manière spontanée, entre Français et Allemands. Bientôt la guerre reprend, plus sanglante que jamais, avec les attaques d'Artois et de Champagne. Ainsi, le miracle ne se reproduira pas un an plus tard, à la Noël 1915. D'abord surpris par l'ampleur de ces trêves, les chefs de toutes les armées ont tout fait pour empêcher qu'elles se renouvellent. Cependant, la correspondance des soldats révèle tout au long de la guerre des cas d'entente entre poilus français et allemands, allant de la simple entraide à la véritable fraternisation. Dans certains secteurs du front, des trêves sont conclues pour permettre aux soldats épuisés de sortir des tranchées, par exemple en cas d'inondation, lorsque tous pataugent dans l'eau boueuse jusqu'à la taille. Ces moments précieux de paix partagée leur permettent alors de consolider les abris qui s'effondrent et de faire du feu pour se réchauffer sans être mitraillés par l'adversaire. Parfois, tôt le matin, ce sont des projectiles bien particuliers qui atterrissent dans la tranchée d'en face. Par exemple, des grenades allemandes vidées de leur charge explosive et remplies de tabac. La riposte immédiate arrive sous forme de chocolat ou de boules de pain. On communique au moyen de bouts de papier attachés à des pierres à la barbe des officiers et parfois l'on se rend visite d'une tranchée ennemie à l'autre. Fraterniser est bien sûr interdit et le code de justice militaire considère qu'il s'agit d'un crime d'intelligence avec l'ennemi. Il doit être puni de la peine de mort. Les contacts entre Français et Allemands ont lieu plus facilement en avant de la ligne de front, depuis ces petits postes de garde qui permettent de surveiller l'ennemi. Mais gare à celui qui se fait prendre. En décembre 1915, un Français menacé d'être fusillé le lendemain par son capitaine préfère se réfugier chez les Allemands et se constituer prisonnier. La lassitude des poilus est la même dans les deux camps. La souffrance, la peur, la mort, l'instinct de survie rapprochent ces hommes dont l'ennemi n'est plus le soldat de l'autre camp, mais la guerre. Alors, pour ne pas subir un déluge de feu et sauver leur vie, certains donnent carrément à leurs voisins d'en face les horaires des attaques et signalent l'explosion des mines, comme en septembre 1916. Du côté français comme du côté allemand, les petits postes et les premières lignes du front sont évacués à l'heure prévue. Quand le commandement militaire s'en aperçoit, il change les troupes de secteur. Il ne faut pas en conclure que ces épisodes de paix sont la règle dans un conflit qui est loin d'être achevé et réserve encore de terribles épreuves aux soldats des deux camps. Après la victoire française décisive de Verdun, en février 1916, et ses 700 000 morts des deux côtés, et la bataille de la Somme en juillet, l'offensive meurtrière française du Chemin des Dames, en avril 1917, provoquera des mutineries parmi les régiments qui refusent de remonter vers le front. Il ne s'agit plus de fraternisation, mais d'une révolte des troupes désespérées par les assauts inutiles décidés par l'état-major.
D'autres fraternisations se déroulèrent sur le front russe, dans des circonstances différentes, puisqu'elles eurent lieu en même temps que des mutineries de grande ampleur qui aboutiront à la Révolution. En 1918, sur le front de l'Ouest, la reprise de la guerre de mouvement fera disparaître toute occasion de fraterniser. Se souvenir de ces gestes de sympathie et d'amitié entre ennemis déclarés, moment volontairement effacé des livres d'histoire et longtemps oublié par la mémoire collective, c'est rendre hommage à tous les malheureux poilus de la Grande Guerre et à leur désir de paix. Mais il y a toutefois une question, dans le contexte de ce qu'on est en train de vivre actuellement en cet été 2016, en cette époque qui n'est pas rose, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est une période très sombre. Et la question est la suivante. Les soldats des fraternisations français, écossais et allemands nous donnent une magnifique leçon d'humanité et un message d'espoir. Pour vous, qui en avez été le transmetteur dans le contexte actuel, quelle est l'importance de faire lire ce livre et de le faire étudier dans les collèges ? D'abord et avant tout, moi je reste attaché à l'idée de cultiver la mémoire des fraternisations par rapport au contexte d'abord et avant tout de 1914. C'était ça le premier but et ça le reste. Je le redis, très fier que le film ait pu faire entrer les fraternisations dans le, je dirais maintenant, dans le programme de 14-18. C'est énorme de pouvoir faire ça. Maintenant, par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui, pour moi, il y a beaucoup de différences. La première, c'est que moi, je ne crois pas, je n'adhère pas au discours qui est de dire nous sommes en guerre. Je pense que nous subissons malheureusement des actes isolés, des actes qui sont portés par des gens perdus, d'une certaine manière bien sûr manipulés, des gens qui ne sont pas dans, je dirais même à la limite, qui ne sont pas à la hauteur de l'idéologie qu'ils essayent de défendre. En 1914, c'est vraiment une guerre qui se livre entre des puissances impérialistes et les soldats sont la monnaie de ça. On se fait la guerre avec des gens et ces gens-là ils sont partis parce que bon, on n'a pas le choix, mais il n'y a pas d'adhésion. C'est une adhésion subie, une adhésion tacite. Et les images de propagande de l'armée française, les gens qui partent en chantant la Marseillaise, etc., ce n'est pas la réalité de ce qui s'est passé au mois d'août 14. Bien. Aujourd'hui, je répète, pour moi, il n'y a pas de guerre. Nous subissons effectivement des actes isolés, des gens qui ont besoin de se faire, de vivre quelque chose auquel ils croient, sinon ils ne le feraient pas, mais de penser qu'en tuant des femmes, des enfants, y compris des musulmans, bien sûr, on peut aller au paradis et avoir droit à 100 000 vierges, mais là on est, je suis désolé, mais c'est complètement abruti. C'est de l'aberration mentale. C'est débile. On est dans le degré zéro de l'engagement personnel. Est-ce que c'est ça la philosophie de cette guerre ? Je répète, ça n'en est pas une. Je pense que et ils font beaucoup de tort, évidemment, beaucoup de victimes. Au-delà des victimes, il y a un effet de sidération et de tétanisation de l'ensemble de la société et du pays. Mais nous n'avons pas affaire à une armée organisée, nous avons affaire à des gens désespérés. Alors on peut se poser la question de pourquoi ces gens se retrouvent dans une telle impasse. Ça, c'est autre chose. Mais à un moment donné, ils adhèrent.
sans, je pense, vraiment comprendre tout ce que ça veut dire, à une idéologie qui est juste pour cette motivation-là d'aller au paradis, je trouve ça, mais d'une infantilité, d'une débilité sans nom. Donc, j'allais dire, mettre les fraternisations à hauteur de ces actes-là, les fraternisations méritent beaucoup mieux. Ouais. L'esprit des fraternisations n'a rien à voir avec l'esprit, la pauvreté d'esprit de ce qui anime les gens qui ont perpétré ces actes monstrueux. Ça n'a aucun sens. Maintenant, effectivement, le plus grave, c'est je dirais, le regard qui est porté sur le monde musulman. Sans le monde musulman, la réaction du monde musulman, il ne pourra rien se faire. Qu'ils le veuillent ou non, il va falloir pour eux eh bien, marquer leur différence, faire des choix, faire un tri aussi. La pire chose qui puisse arriver, c'est que cette religion soit stigmatisée. C'est le but, probablement, derrière tout ça, malgré tout, de déstabiliser, de foutre le bordel, pour qu'il y ait une sorte de guerre civile, quelque part, entre les religions en France et dans les autres puissances occidentales. Ne tombons pas dans ce piège. Je le répète, on a affaire à des gens... quand on relit, parce que ça fuite évidemment, les comptes rendus comment dirais-je, des entretiens avec les différents meneurs ou ceux qui ont perpétré les attentats, par exemple du 13 novembre, c'est d'une bêtise, c'est d'une bassesse. Donc, non, je ne veux pas croire que ces gens-là soient porteurs d'un idéal où le seul but, c'est effectivement de porter le fer dans la plaie dans les puissances occidentales. Mais c'est évident. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'actuellement, le mot fraternisation est à nouveau employé et on assiste dans les églises à une forme de fraternisation entre les différentes communautés religieuses, juives, musulmanes, chrétiennes. Et ça aussi, c'est très beau quelque part. Oui, mais attention, quand on dit fraternisation, ça veut dire qu'il y avait hostilité avant. Ouais. Non. Est-ce que nous étions en guerre de religion en France avec les musulmans, avec les protestants ou les juifs? Non. Non, bien sûr. Il y avait... Ouais, en fait, je pense que la position de la France est peut-être la plus difficile, cette volonté de défendre la laïcité malgré tout. Compliqué. Après, ne soyons pas dupes. Hein. Nous sommes dans... C'est Patrick Timsit qui dit ça dans un sketch que j'aime beaucoup. Il dit, nous sommes dans un pays laïque, mais avec un calendrier catholique. C'est vrai. Nous respectons dans le calendrier dit républicain eh bien, l'ensemble des fêtes catholiques. L'Ascension, Pâques, etc. Bien. Mais globalement, la société s'est construite en essayant de remettre la religion là où pour moi elle doit rester, c'est-à-dire dans le domaine privé. À partir du moment où la religion, quelle qu'elle soit, touche au pouvoir, pour moi elle se corrompt et elle n'apporte rien de bien. C'est ma conviction profonde. Donc, ne parlons pas de fraternisation aujourd'hui entre juifs, chrétiens, etc., parce qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'affrontement. Par contre, les rapprochements que nous pouvons voir, par exemple, pour la messe qui a été dite pour ce pauvre prêtre assassiné dans son église, en présence de musulmans et d'autres, je trouve que c'est un symbole d'une force inouïe. Et heureusement, je pense que moi je reste quelqu'un de... Je veux croire en l'humanité, j'ai toujours dit, et donc voir que des gens ont pu se rassembler dans cette église, bien que musulmans notamment, et qu'ils aient pu prier en arabe, redire en arabe des choses qui sont écrites au départ en latin et maintenant dites en français, bien voilà.
c'est la plus belle réponse que puisse faire le monde musulman par rapport à ceux qui pervertissent l'idée même de la religion musulmane. Je ne suis pas un grand spécialiste de la religion musulmane. Je n'ai pas lu dans le texte ni quoi que ce soit. Mais j'écoute aussi les réactions d'un certain nombre de gens du monde musulman qui ne veulent pas sombrer dans cette espèce de suicide qui est en train de s'opérer au sein même du monde musulman. À chaque fois que nous tomberons dans l'intégrisme, dans le fanatisme, évidemment, nous perdons l'idéal. Et chaque religion perd son idéal quand elle tombe là-dedans. C'est malheureusement le cas pour une minorité au sein du monde musulman aujourd'hui. Donc, pour répondre à votre question de départ, pour moi, les fraternisations n'ont rien à voir avec tout ça, parce que ça a du sens de parler de fraternisation à Noël 14, car la guerre a démarré le 3 août, et je vous rappelle que les premières semaines et les premiers mois sont les plus meurtriers de toute la Grande Guerre, parce que c'est effroyable les premières pertes, et malgré tout, arriver à tendre la main à l'autre dans ces conditions, dans une guerre officielle et vraiment de puissance, alors qu'on est qui sont de simples paysans ou instituteurs venus se battre, c'est magnifique. Voilà, je resterai toujours fasciné par les fraternisations. Mais aujourd'hui, ramener le mot fraternisation dans le contexte d'aujourd'hui, c'est un non-sens. C'est un non-sens. C'est pas du tout contextuel. Ouais. Moi, je dirais que ce que j'aime dans vos films, et dans tous vos films, dans les 4 que vous avez réalisés jusqu'à présent, hein, Une hirondelle a fait le printemps, Joyeux Noël et L'affaire Farewell et En mai, fais ce qu'il te plaît, c'est finalement qu'il y a toujours dans tous vos films cette dimension à la fois extrêmement lucide et en même temps pleine d'espérance dans ce qui peut rester comme noblesse dans cette humanité. Et ça, je crois que moi, ma conviction profonde, c'est que cette noblesse-là, elle existera toujours. Et qu'il existera toujours une part d'humanité que rien ne pourra vraiment totalement détruire. Je crois qu'il y aura toujours, en tout cas, des gens qui défendront ça. Voilà. Donc après, ils seront plus ou moins entendus, écoutés, mais ils seront toujours là. Ils seront toujours là. Et c'est très bien. Alors après, c'est beaucoup plus compliqué de tendre la main que de prendre un fusil, bien sûr. Et comme disait Turan, l'humanité construit plus de murs que de ponts. Néanmoins, il y a quand même des ponts. Il y a quand même des gens qui s'acharnent, qui se battent pour qu'on puisse justement ne pas, je dirais, fermer, ne pas s'enfermer, ne pas remonter le pont-levis, chercher à quand même rester ouvert parce que le vrai sens, il est là. À partir du moment où vous refermez, à partir du moment où vous vous excluez, vous vous appauvrissez. In fine. La richesse de la vie, qu'elle soit humaine ou animale ou végétale, c'est la diversité, c'est le mélange. Toute espèce qui tourne en vase clos disparaît. Voilà, gardons ça en mémoire. Donc à chaque fois qu'on cherche à fermer, à isoler, à se protéger en dressant des murs, en fait on a perdu. On a perdu. Alors bien sûr, on vous dira que pas mal des gens, enfin un certain nombre des gens qui ont perpétré ces actes odieux ont profité des migrations venant de Méditerranée. C'est combien sur le nombre de gens qui ont circulé? Voilà. Alors il suffit d'un pour qu'on jette l'eau propre sur tout le reste. Oui, bon. Ce n'est pas comme ça que les choses seront réglées. Il faut... je pense que, je le répète, hein, c'est vraiment... on est face à un problème de conscience religieuse et d'acceptation des autres, avec, là, pour le coup, je pense, du côté du monde musulman, comment dirais-je, une prise de conscience qui n'est pas simple, de
de même que nous avons à un moment donné su tourner la page de l'Inquisition, par exemple. Tourner les pages les plus terribles de notre propre histoire chrétienne. Et pourtant, chaque religion aspire enfin, à l'amour, en fait. Et néanmoins, c'est ce que j'ai essayé de faire dans Joyeux Noël. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le discours que prononce l'évêque à la fin Bien du sûr, film, bien sûr. lorsque l'évêque reprend en main les choses, c'est-à-dire il vire le prêtre qui a fait la messe avec les Allemands sur le No Man's Land, il lui dit: vous êtes égaré, vous ne faites plus partie de la maison. Donc en gros il est viré. Et le discours qu'il prononce derrière est un discours de haine, Absolument. un discours au nom de Dieu. Il cite saint Matthieu qui dit je ne suis pas venu je ne suis pas venu avec la paix, je suis venu avec le glaive. Oui. Alors évidemment, et je dirais, comme tous les textes, on peut les interpréter comme on le souhaite. Et là, en 1914, la religion chrétienne, en tout cas les églises de France et même donc d'Angleterre, qui étaient séparées, vous le savez, de la papauté, n'ont pas écouté le pape de l'époque, qui avait par exemple publiquement fait appel pour une trêve à Noël 1914. Non, ce discours n'est pas passé dans l'Église catholique française, n'est pas passé encore moins chez les anglicans. On était dans un discours où là, eh bien, la religion faisait cause avec le politique pour des raisons très différentes. En France notamment, l'Église catholique espérait que cette guerre ramène au pouvoir une royauté. Pensait que la République ne survivrait pas à un tel conflit et que l'armée reprendrait d'une certaine manière le pouvoir que l'Église avait perdu. Alors, souvenez-vous, 1905, la séparation des pouvoirs en France avec la religion, l'Église catholique. Donc 9 ans après la guerre est déclarée, c'est hier. Ouais. Donc le contexte religieux est difficile en France. Et bref, donc ça pour dire que dans Joyeux Noël, il y a ce discours guerrier, odieux et terrible qui est prononcé, que je n'ai pas écrit moi-même, que j'ai repris Je sais. par un évêque. Donc aujourd'hui, c'est un discours fascisant d'une certaine façon. Totalement, c'est le discours. Il dit c'est une croisade. On va porter la civilisation, etc. Bon, on a entendu ça avec George Bush au lendemain du 11 septembre face à l'islam. Bien, et aujourd'hui, de nouveau, c'est des discours qu'on peut entendre avec des angles différents, mais c'est bon. Ne tombons pas là-dedans. Voilà, alors après, évidemment, je répète, nous sommes dans un moment de sidération totale. Nice a été comme le reste. Ce qui est terrible avec Nice, c'est que l'Euro s'était tellement bien passé qu'on avait pensé quelque part qu'on était sur la bonne voie. Un peu. On s'est dit, bon, on a mis les moyens, sans doute, on a réussi à... On peut peut-être se protéger d'un certain nombre de choses, non. Et le plus difficile, c'est qu'il va falloir sans doute s'habituer, malheureusement, à avoir des coups terribles comme cela. À nous de garder la tête froide, de prendre les mesures qui s'imposent, mais ne pas tomber dans l'obscurantisme.
Chapitre 16. Horst Meyer est assis parmi ses hommes, à même le plancher d'un train de marchandises réquisitionné. On entend la vapeur s'échapper par bouffées de la locomotive à l'arrêt. La porte du wagon s'ouvre brusquement, et la lumière blanche du jour fait sciller les yeux des hommes maintenus depuis un moment dans la pénombre. Le Kronprinz en personne apparaît. Ils se redressent tous et se tiennent au garde-à-vous. Le fils de l'empereur dévisage tous ces hommes, un à un. Puis il dit « Asseyez-vous » et tous s'exécutent. Ils redoutent les mots qui vont venir à présent. Il enchaîne. « Dans 2 jours, vous allez prendre part à une offensive en Poméranie contre l'armée russe. J'espère que vous saurez faire preuve à nouveau de combativité contre les ennemis de l'Empire. Ce train traversera notre mère patrie, mais il ne vous sera pas possible de voir vos familles, et vous savez pourquoi. » Le Kronprinz regarde l'impact de cette dernière précision sur ces hommes au visage fatigué. Puis il enchaîne, comme pour se rassurer. « Vive l'empereur Guillaume !» Et la réponse des hommes arrive, mécanique. « Vive l'empereur Guillaume !» Au moment de partir, le Kronprinz remarque un petit objet par terre. Il s'approche, se penche et ramasse l'harmonica posée à côté de Jörg. Il revient au centre du wagon afin d'être vu de tous. Il montre l'harmonica à l'assemblée, puis l'écrase de 2 coups de talon. Enfin, il pointe de sa cravache la croix de fer que porte Horst Meyer en disant « On commence à la donner à n'importe qui ». Un dernier regard aux hommes et le Kronprinz descend du train. La porte coulissante replonge dans la pénombre les occupants du wagon. Dehors, sous un pâle soleil d'hiver, le Kronprinz, escorté de quelques officiers supérieurs, regagne les voitures officielles qui ronronnent sous les arbres dénudés. Dans le train, les hommes se regardent, sans dire un mot, méditant la terrible nouvelle qui les prive du bonheur inestimable de revoir ceux qu'ils aiment. Jörg entonne, bouche fermée, les premières notes de la chanson des Écossais, « I'm dreaming of home ». Ses compagnons le regardent, puis, lentement, se joignent à lui, sans ouvrir la bouche non plus. Peu à peu, ces voix sourdes s'unissent et s'enhardissent aussi. Le Kronprinz s'immobilise dans les hautes herbes au milieu desquelles court la voie ferrée. Il tend l'oreille et se retourne vers ce train qui, lourdement, se met en branle tandis que les voix se font entendre, malgré le vacarme métallique de la machine en partance. Dans le wagon, les hommes semblent se libérer d'un poids en reprenant avec détermination et sans colère ce chant sans parole mais qui, maintenant, résonne si fort en eux. Le Kronprinz fouette les hautes herbes avec sa cravache avant de prendre place dans sa voiture.
Épilogue. Bien sûr, la guerre a repris ses droits. Elle a même basculé dans l'horreur de la destruction pour la destruction. Lorsque Noël 1915 a pointé son nez, les états-majors avaient bien retenu la leçon et ne se sont pas laissés prendre au dépourvu. Ils ont fait bombarder les secteurs trop calmes à leurs yeux. Il n'y a plus eu de fraternisation comme en 14. Au bout de 4 ans et 10 millions de morts âgés de 17 à 45 ans, l'Allemagne a capitulé et rendu à la France les 2 provinces perdues. Poincaré est allé faire le discours qu'il attendait tant au pays de son enfance. Les bolcheviks ont changé la face du monde durant les 8 décennies où ils ont pu se maintenir au pouvoir en Europe, tandis que les États-Unis prenaient goût à jouer les gendarmes du monde, et pour longtemps. Dans les départements, aux abords du front, on s'est habitué à déterrer des obus. Il y en a encore pour 7 siècles, dit-on. Tous les protagonistes victorieux de ce conflit ont donné leur nom à des rues, des places, des écoles aussi. La rue Vavin n'a pas été débaptisée. Peut-être, au début des années 20, 2 anciens lieutenants de la Grande Guerre se sont-ils retrouvés là pour prendre un verre. Ce serait chouette. C'est comme ça qu'on dit, non? C'est en 1994 que je découvre par hasard, au creux d'un livre, les fraternisations de Noël 1914. Je n'en crois pas mes yeux. Je suis bouleversé. Et je rêve de porter à l'écran cette émotion un jour. Je débute une enquête, des recherches historiques afin d'en savoir plus sur ces fraternisations oubliées, car occultées, dissimulées aux yeux de l'opinion française notamment. Ce travail de recherche est fondamental. Il va déterminer les composantes du film que je réaliserai en 2004, Joyeux Noël, et c'est au cours de cette recherche que je découvre également les carnets de Louis Barthas, dans lesquels repose cette phrase magnifique. Peut-être un jour, sur ce coin de l'Artois, on élèvera un monument pour commémorer cet élan de fraternité entre des hommes qui avaient l'horreur de la guerre et qu'on obligeait à s'entretuer malgré leur volonté. Le 17 décembre 2015, François Hollande est venu inaugurer le monument rêvé par Louis Barthas, un siècle auparavant, à Neuville-Saint-Va, près d'Arras. Par sa présence, le président de la République, chef des armées, a fait entrer les fraternisations dans la mémoire collective, dans l'histoire. Je suis persuadé que dans un siècle, quand nous serons tous retournés à la poussière du cosmos, des gens viendront ici pour se souvenir aussi du geste fraternel accompli par les soldats de la Grande Guerre. On ne pourra plus oublier les fraternisations. J'ai envie de dire, quand je pense à tout ça, que le plus important peut-être est de rêver, s'autoriser à aller au bout de son rêve surtout. J'ai rêvé d'un film en découvrant les fraternisations, et des gens m'ont suivi pour que les images que j'avais en tête s'animent sur un écran. Je suis conscient du fait que c'est surtout le film, par l'émotion qu'il a suscité auprès du public, qui a permis au rêve de Barthas de devenir réalité aujourd'hui. Un rêve accompli permet à un autre rêve, imaginé il y a un siècle, de prendre corps. J'aime ce lien, cette transmission. Se souvenir des hommes qui se sont réunis sur le No Man's Land pour échanger du tabac, boire un verre ou montrer les photos de leurs femmes et enfants, c'est refuser la haine, croire en l'autre, ne pas désespérer de l'homme malgré tout. Merci beaucoup, Monsieur Carion. Je tiens à vous rappeler, chers auditeurs, la réédition dans la collection Les Contemporains, classiques de demain aux éditions Larousse, du roman Joyeux Noël de Christian Carion, la novélisation de son film du même nom, Joyeux Noël, sur les fraternisations de 1914.